Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 juillet 2020. Bienvenue à ce 69e numéro de votre matinale Nopinen que j'ai le plaisir de conduire encore ce matin avec Fulgencia Bilosassi Rontondi. Bonjour. Fulgencia Bilosassi Rontondi. Bonjour, Rock. Pourquoi j'ai bien allié les prénoms. J'ai bien aimé avec Bilosassi. Et bientôt, je vais m'appeler. Vous allez me dire uniquement Bilosassi. Ah, d'accord. Ouais, je vais laisser de côté Fulgencia et je prends le prénom Bilosassi. Pour dire Bilosassi, quoi. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, il reste un nom que nous allons compléter après, non? Quel nom? Bon, en tout cas, nous sommes là, c'est comme ça, ça se passe ici, lundi, mardi et mercredi sur votre matinale de BB24. Alors, comment avez-vous été orientés, mesdames et messieurs, quand vous étiez élèves? Est-ce le métier de votre rêve que vous exercez? Ne vous imposez-vous pas à vos enfants dans le choix de leur filière? Ce sont là quelques questions cruciales qui nous permettent aujourd'hui de parler de l'orientation scolaire et professionnelle. Oui, Rock, un choix du métier, l'enfant est-il libre de l'opérer ou est-ce que c'est le parent qui doit faire le choix à la place de ce dernier? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients de cette pratique? Nous ferons le débat dans quelques minutes avec nos invités qui sont déjà dans ce studio. Absolument, ils sont déjà dans ce studio, je les vois de l'autre côté, je leur dis merci pour ce réveil matinal. En attendant de vous les faire découvrir, eh bien, nous allons aller à la découverte justement de ces merveilles du Bénin. Nous sommes dans la commune de Péonko. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu aussi à l'écran. Oui, j'ai vu ce que vous avez vu. Vous avez vu quoi? Non, j'ai vu ce que vous avez vu. Non, mais moi, je parlais justement du plat, là, de Agon, là. Oui, justement. Ça me plairait bien cet après-midi de prendre ce plat-là. Bon, soyez gentil, au moins pour une fois. Non, chef d'édition vont nous inviter. Je sais que Claude Adigli est tellement gentil qu'il va nous inviter. Oui. En tout cas, ça c'est une promesse. Il le fera. C'est l'un de nos chefs d'édition aujourd'hui. Il est vraiment gentil. Nous lui disons merci. Et le second, c'est Kenneth Sossou. Lui nous réserve plutôt quelque chose que vous allez découvrir avant la fin de cette émission. Je suis sûre que c'est dans la capture. Oui, absolument. Vous allez voir ce qu'il nous propose. C'est Kenneth Sossou. Voilà. Après les merveilles du Bénin, nous étions dans la commune de Péonko. Nous avons pu découvrir un peu les richesses touristiques culinaires dont nous parlions d'ailleurs de cette localité.
Et après cela... Après, notre humoriste est déjà à nos côtés. Mais il avant est de là. vous le faire découvrir, je ne voudrais pas que vous le voyez. Vous allez le découvrir d'abord dans son tout nouveau visuel qu'il a réalisé il y a à peine, Oui, quelques jours. Il est petit, je crois bien. Et petit. Et petit. Ah, c'est petit. Vous allez voir, avec la complicité technique de mon réalisateur du jour, Timothée Ronton, nous allons voir Et petit. Coded records, baby. Oh my lord. Soleil. Oh my lord. Lucrèce. Lucrèce. Ça va? Ça va. C'est ce pays. Oui, c'est ce pays. Ah, tu as changé. Non, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent rend propre. Ah bon? Ça lave l'eau. Très bien. Ah, tu me dis, on a besoin de le coup, on n'a pas gagné le temps. Ah, on est bien. C'est qui j'ai eu là? Hé, petit. Viens ici. Ça veut dire quoi? Viens, ça va bien? Viens, on va t'apprendre les choses. C'est bon, c'est bon. Ça de l'avenir, c'est bon. C'est mon père. Hein? C'est mon papa. I suppose get out what do you Pourquoi? Gauche à Kabi, droite. my body, they my body, oh my lord. Mais chromosomes, vous avez fait quoi finalement? Et petit. Finalement, c'est le papa que vous aviez vu. Oui, c'était le papa. Oui, et comme il était court de taille, Tu vois, tous les petits ne sont pas des enfants. Tous les petits ne sont pas des enfants. C'est des erreurs de ne pas faire. Oui, mais justement, l'apparence est parfois trompeuse. Oui, ah oui, exactement. ah oui. Non, mais tous les petits ne sont Ce pas qui des m'a enfants. plu dans l'histoire, lui-même, il a reconnu sa faute Ah, et il oui, s'est d'accord. agenouillé en même temps pour Attends, pardon, mais tu vois. papa. Parce que le papa ne disait rien. Rien du tout. Jusque-là, ouais. il n'a rien dit. Avoir même toutes les libertés que j'ai déjà prises sur lui, ça que je lui tire les Toucher cheveux sa et tout tête, ça. les cheveux et tout. Non, mais bizarre. Et c'est comme ça dans la vie. Vous les jeunes là, Je vais me dire, ah bon, tu veux faire rester comme moi? L'apparence est souvent trompeuse. mais là vous êtes sûr de gagner cette femme là. Ah non, là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus parce que je viens de ridiculiser le père totalement et tout. Oui. Et c'est bizarre. Je devrais même déjà comprendre qu'avec ce calme, parce que voilà quoi, les vieux ont, les adultes ont cette façon d'être calmes parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de choses dans leur vie et tout. Non. Donc, ils sont souvent très calmes. Mais moi, Vous ne voilà. pouviez pas, vous ne Non. pouviez pas comprendre parce que vous avez dit hein, l'argent rend propre. Ça lave l'eau. Oui, maintenant L'eau qu'il lave, a mais l'argent. l'argent rend propre. Non, l'argent lave même l'eau, quoi. Ah, ok. C'est-à-dire, tu peux même laver l'eau si tu as de l'argent. Si tu as de l'argent. Est-ce que tu peux laver l'eau? Non, mais c'est important, l'argent, c'est important. Tant que tu l'as pas, quand on était petit, on n'hésitait pas, quand on voit quelqu'un manger avec un gros poisson, 2 boules d'acassan, on dit, quoi, un coucou et moi. On revient d'arou, on se dit, c'était... Ou bien quand tu allais chez la vendeuse de cochons, tu vois un vieux, il achète cochon 2000 guinées. Oui. Tu as mal. Ça c'est vrai. Tu avais totalement mal. Mais c'est parce que on n'a pas les moyens. C'est justement ça. Quand tu l'as, tu mangeras comme eux, quoi. maintenant- Le pauvre continuera toujours pas à réfléchir comme un pauvre. Le riche Maintenant comme un- toi, comme tu as eu les moyens. Et je lui dis, Tu lui as dit. mais à Domindo, on non, a Devant son papa, justement. Je ne savais pas, moi. Ah. Comment je pourrais. C'est pourquoi il dit petit. Comment je pouvais Vous savoir voyez ça? sa tête. J'ai déglutinné en même temps. hein. Et le vieux, Il j'ai attend. trouvé son calme. Il est était resté calme. Il est resté Il calme. savait très bien ce qui allait se passer par la suite, quoi. Il est resté calme. Si la portière était ouverte, Non, mais là, il fallait voir comment là, il si allait je détailler. pouvais me dissoudre
je l'aurais fait. Oui, mais tu l'as fait. J'ai pas manqué de le faire, n'est-ce pas? Tu as réussi à te dissoudre d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Non, mais c'est ça la jeunesse aussi. Je l'ai fait aussi en même temps parce que, avec l'avènement des gaiements, cybercriminalité, où on peut gagner de l'argent facilement et tout, le respect de la personne âgée a complètement disparu. Ouais, et ça, c'est pas bien. C'est des valeurs que nous avons. Que de respecter quelqu'un qui est plus âgé que nous, de respecter quelqu'un qui est plus. Et qui plus est, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si c'était un enfant, je n'avais pas à le traiter comme ça. Parce que tant que tu ne respectes pas, et un enfant, il ne te respectera pas aussi non plus. Et vous fermez aussi des portes, hein, puisque là, vous avez fermé des portes, vous n'aurez plus sa fille. Là, je peux plus. En tout cas, merci Chromosome. Nous avons beaucoup ri et nous avons également fait passer des messages, surtout aux jeunes. Il faut respecter aussi tous ceux que vous voyez qui sont... Tous les petits ne sont pas des enfants. Même si vous avez de l'argent, il faut respecter les aînés. Ça véhicule... Cette petite vidéo véhicule tellement de messages que dans l'humour, on peut également sensibiliser, les personnes éduquer. de petite taille, toute la discrimination qu'ils subissent dans la société aussi. C'est ça, vous le dénoncez également à travers votre inspiration. Nous vous disons merci. Vous connaissez déjà le principe de cette émission. On va vous retrouver vers la fin pour le second passage. Mais déjà, je voudrais vous dire que vous êtes très bien habillé. Votre styliste, Merci beaucoup. Il est OK. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Chromosome. Et après Chromosome, nous allons découvrir le clip du jour qui est sorti nouvellement. Oui, nous allons le découvrir. Le clip du jour, juste après ceci. Oui. Eh bien, nous allons découvrir ensemble le clip du jour qui est sorti nouvellement il y a quelques semaines. Oui, c'est de Dibi Dobo, Puissance. Puissance. Oui, c'est la puissance. C'est ce que la plupart des jeunes chantent aujourd'hui. Hein? Puissance de Dibi Dobo, nous allons écouter. Ensemble en Merco, ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es Macaro. Oh, c'est toi Macaro. Toi et moi c'est la puissance. Every time, in a blonde with my wedding lady. Ladies, seront des autres. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. Ma musique qui fait danser la go. Fait danser la go. Chérie, t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco. Ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es Macaro. C'est toi Macaro. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Nous deux c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Évidemment, tu sais qu'entre toi et moi c'est la puissance, passionnément. Baby, wa mini doué, wa mamlo bisu noué. Nano libo noué la, kaka so ikoué. Nano do love noué every time. Ni kouakou and no every time. Me a blonde with my wedding lady. Ladies, seront des autres. This kind of good feelings. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you. This kind of good things. You have a nice body. God is so good, I'm feeling good when I'm with you. Ma musique qui fait danser la go. Fait danser la go. Chérie, t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco. Ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es Macaro. C'est toi Macaro. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Toi et moi
kind of good feelings. You have a nice body. Girl, you're so good, I'm feeling good when I'm with you. Ma musique qui fait danser la go. Fait danser la go. Chérie, t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco. Ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. C'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. Oh la puissance. Nous deux c'est la puissance. La puissance. Toi et moi c'est la puissance. La puissance. Fais danser la go. Fais danser la go. Chérie t'inquiète, c'est toi qui es ma go. C'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco. Ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. Et voilà, nous dansions justement Puissance avec Dibi d'abord. C'est un clip sorti il y a seulement quelques semaines et puis ça fait le tour des chaînes de radio, de télévision. C'est du bon, n'est-ce pas? Oui, une très belle vidéo que Dibi Dobo nous a offert ce matin. Avec de belles images Oui, que j'ai aimées oui, particulièrement. oui. En tout cas, nous allons le retrouver vers la fin de cette émission pour continuer à vous égayer. Nous allons bien danser. Oui, La en tout puissance. cas, je sais que les téléspectateurs ne se plaignent pas avec C'est comme nous, ça, c'est ça la se bonne danse. humeur. C'est Ah comme ouais? ça se danse. La puissance. Voilà. Il y a assez de puissance. Hein? Oui, il y a assez de puissance. Et voilà, après avoir chanté, dansé avec Dibi d'abord, nous allons faire quoi à présent? Installer le plateau de discussion. Très bien, aujourd'hui nous parlons de l'orientation scolaire. C'est une épineuse question, assez délicate à gérer. En tout cas, avec nos spécialistes sur ce plateau, nous allons en parler juste après ceci. Oui, très sérieux, vous l'aviez dit, Rock. Et nous allons parler aujourd'hui de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est un sujet assez sérieux. Eh bien, vous savez, c'est toujours pas facile, cette orientation scolaire et professionnelle. Est-ce aux parents de choisir un lieu et place des enfants ou bien faut-il laisser la liberté totale aux enfants de choisir leur filière d'études, de choisir le métier qu'ils désirent exercer plus tard? Est-ce qu'il y a d'inconvénients à faire intervenir des spécialistes de l'orientation scolaire? Eh bien, nous allons faire le tour de la question. Et nous avons sur ce plateau des spécialistes. Nous avons des spécialistes, vous l'avez dit, Rock. Déjà sur ce plateau, nous avons Madame Béatrice Koumenoubo. Elle est spécialiste de l'orientation scolaire. Bonjour, Madame. Bonjour. Et en face de vous, nous avons Monsieur Benito Koupo aussi, il est psychologue de la vie professionnelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, Rock, Oui. au téléphone, vous allez recevoir Dr Modeste Ouessou, il est conseiller en orientation scolaire. Absolument. Nous allons effectivement le recevoir au téléphone dans une dizaine de minutes. Il nous donnera également sa lecture de la façon dont s'opèrent les orientations scolaires et professionnelles aujourd'hui et comment cela devrait se faire. En tout cas, nous l'aurons au téléphone. Mais en attendant, nous allons commencer par nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Tous autant que nous sommes, nous avons été élèves. Bien sûr, je voudrais commencer par madame. Nous avons été élèves. Comment vous vous êtes orientée? Ah oui, la question. Non, je sais que tout le monde va y passer. Vous allez répondre aussi, Rock. D'accord. Oui, dites-nous. Alors, merci. Lorsque je voulais m'orienter dans le temps, déjà j'avais une filière en tête. Bon. Et je m'orientais au moment où le ministère, c'est l'année où le ministère a suspendu les concours et donc sélectionnait sur la base des dossiers. C'est ça. La filière que j'avais atteinte, c'était la médecine, naturellement, parce que j'avais fait un bac D. Et ça n'a pas marché. Et après, il fallait trouver une autre filière d'études qui répondait à mes motivations. C'était le challenge. Et ça n'a pas été facile parce que puisque j'ai fait la D, systématiquement, lorsqu'on a fait la D, que la médecine n'a pas marché et qu'on s'inscrit en faculté,
on pense aller à la FAST, faire la CBG. Oui. J'ai eu le réflexe de suffisamment me renseigner. Et lorsque j'ai compris les débouchés que j'avais, qui s'offraient à moi si je m'inscrivais en CBG, j'ai failli m'inscrire. Mais à la dernière minute, je me suis encore abstenue. Et il a fallu que je commence à faire... Ce n'a pas été facile parce que le premier obstacle auquel j'ai été confrontée, c'est qu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas à qui se fier. Non seulement cela, on n'a même pas d'informations aussi sur Internet. En tout cas, dans le temps, il n'y avait pas d'informations. Et donc, il fallait que mon challenge, c'était de pouvoir m'orienter dans une filière qui répond à mes aspirations et à mes motivations. Parce que je savais pourquoi je voulais aller en médecine. Donc, il fallait trouver une filière qui répond quand même à mes aspirations, même si je n'allais plus en médecine. J'ai fini par chercher et j'ai eu la chance, il y a un ami, un autre ami à moi qui était à la FSS, qui a fait la pharmacie. Et c'est après avoir échangé avec lui, lorsqu'il a compris mes motivations, qu'il m'a dit il y a une filière en faculté dénommée psychologie et sciences de l'éducation. Avec ce que j'entends là, ça correspond à tes aspirations. J'ai dit, ok, je veux en savoir plus. Il m'a renseigné, je dis, oui, ça marche. Ça marche. Et moi, Donc, je ne ma regrette pas question, aujourd'hui. vos parents, ils ont dit quoi? Mon Ont-ils père, accepté? Oui, mon père n'y trouvait pas d'inconvénient. Il a accepté, il était favorable. Il n'a pas voulu s'imposer à moi. Donc, il vous a laissé Oui, le libre libre cours choix. Oui, même de depuis choisir. tout le processus que j'ai fait, mon père était d'accord. D'accord. Il s'est imposé à moi. Très bien. Et vous vous épanouissez dans ce que vous-même vous avez choisi aujourd'hui ou Absolument. bien vous continuez à vous chercher toujours, c'est pas encore totalement ce que vous désiriez faire. Peut-être que quand va s'offrir une opportunité pour faire la médecine, vous allez sauter sur l'occasion. Vous êtes encore dans cette dynamique aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois absolument que je suis née pour travailler dans l'éducation. Alors, la psychologie et les sciences de l'éducation, ça fait 2 filières complémentaires. Moi, j'ai fait les sciences de l'éducation. Je crois absolument que je suis née pour cette mission-là. Et j'ai finalement compris que si j'allais en médecine, même si je faisais les 7 ans, je ne réussirais pas en médecine. Je n'étais pas fait pour ça. Je me trompais de motivation. Donc là où je suis absolument épanouie. C'est très important. Alors, elle dit elle se trompait de motivation. Oui, ça, Nous c'est allons en vrai. parler après. Nous allons y revenir. Oui. Alors, monsieur Benito Coupa aussi, vous êtes psychologue. Et en Afrique, lorsqu'on parle de psychologue, on a l'intention de... On voit déjà celui qui travaille avec, excusez-moi, ceux qui sont un peu... Voilà. Comment est-ce que les parents ont pris cette décision? Déjà, je vais vous remercier pour le plateau de ce matin. Et pour répondre à votre question, peut-être je vais vous décevoir un peu. Parce que déjà, j'ai choisi la psychologie par moi-même. Encore que j'ai fait 2 formations. Ma formation de base étant l'hydrologie. Aujourd'hui, je continue une thèse en hydrologie. Mais ma passion étant très élevée pour la psychologie. Comme l'a dit madame tout à l'heure, quand ta passion est quelque part, on ne laisse pas passer au fait. Donc c'est comme une mission, c'est comme un appel auquel tu dois forcément répondre. Donc déjà, quand je venais à l'université, il fallait dire que j'avais aussi envie de faire de l'agronomie, carrément. J'avais postulé pour ça, ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, chance pour moi, peut-être en son temps, j'avais un aîné, ou l'aîné de la grande famille, qui était plus outillé à l'université que nous et qui a dit aux parents, bon, écoute, il y a une formation en hydrologie qui est actuellement à sa 3e promotion ou à sa 3e année de création. Bon, étant en son temps un projet financé par le gouvernement néerlandais, j'avais postulé, puis finalement ça a pris. J'ai fait mes 3 ans. Parallèlement, je me suis dit, bon, ok, tu es en train de faire une école, alors là, qu'est-ce qui te passionne en plus? Donc, encore que depuis tout petit, j'avais un petit penchant pour l'humanitaire, tout ce qui a rapport à aider l'homme, en tout cas les personnes en situation difficile. Je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse la psychologie. En premier lieu, d'abord pour m'étudier moi-même, voir comment je réagis par rapport, qu'est-ce qui explique certaines réactions que j'avais dans le temps, parce que j'étais un peu trop enfermé sur moi-même. J'avais fait la première année, j'ai compris que voilà, j'ai plus d'ouverture, je voyais les choses autrement. Je me suis dit, bon, alors là, c'est ton domaine, alors là, il faut continuer. Je suis allé jusqu'à la fin, aujourd'hui, je ne le regrette pas.
Très bien, vous ne le regrettez pas, mais vous avez une béquille aujourd'hui, vous n'êtes pas resté droit dans votre voie. À un moment donné, vous avez eu envie de faire autre chose. Dites-nous, quand on se retrouve face à des situations c'est comme un dilemme, on ne sait vraiment pas quoi choisir, mais on n'a qu'un temps pour se décider. Quand est-ce que l'orientation doit même commencer? Bon, au fait, nous avons la malchance, si je peux le dire, en Afrique, de prendre l'orientation comme une situation, ou du moins un fait qui doit arriver lorsque l'enfant est prêt à passer le cap, au fait. Sinon, en réalité, dans les pays qui se respectent bien, l'orientation, c'est depuis la famille, ou depuis la maison, j'allais dire. L'orientation, c'est depuis le primaire ou la maternelle, si je dois le dire ainsi. Tout à fait. Donc, l'orientation, c'est tout un processus de vie. Cela voudra dire quoi? Pourquoi moi j'ai voulu faire l'agronomie en son temps? J'étais un touche-à-tout, je cassais tout dans la maison. C'est ça qu'il faut déceler chez l'enfant. Il faut voir qu'est-ce qui motive l'enfant, comment je vais le dire, l'énergie qu'a l'enfant depuis le bas âge, comment il déploie cette énergie-là, en quoi il déployait cette énergie-là. Peut-être que votre enfant, pour se concentrer, préfère un livre dans son coin, il préfère lire. Peut-être que votre enfant vient, prend votre portable, touche tout ce qui est sur votre portable, voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être, vous l'avez su, les Chinois, quand ils ont commencé par vouloir faire leur ascension, ils achetaient des voitures japonaises, américaines, mais ils ne l'utilisent pas. Ils cassent, ils voient qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça la curiosité qui pousse les grands leaders de ce monde. Donc l'enfant qui est né a toutes les facultés, tout le potentiel possible pour réussir dans la vie. Aux parents et aux professionnels de savoir qu'est-ce que cet enfant-là peut devenir en fonction de ce qu'il est en train de développer. Encore que, j'aime beaucoup le citer, Howard Gardner, qui, dans un de ses livres que j'ai lu, a montré qu'un être humain a au moins 8 types d'intelligence. Donc, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, ainsi de suite. Ce sont des capacités, ce sont des facteurs que le parent doit être à même d'identifier. Et pourquoi pas, avec les spécialistes en sciences de l'éducation et les psychologues professionnels, voir avec les parents qu'est-ce que l'enfant peut devenir, comment l'orienter depuis son bas âge, le suivre petit à petit jusqu'à ce que l'enfant arrive à un moment donné pour dire « Ok, j'ai choisi une palette d'objectifs à atteindre. Au fur et à mesure que j'évolue, voilà, je préfère serrer mon étau vers tel ou tel. » Donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre et ne pas forcément attendre l'après-bac pour pouvoir commencer le travail. Alors, Madame Koumenoubo, comment est-ce que vous appréciez la façon dont les parents orientent aujourd'hui leurs enfants? Déjà, je ne sais pas si ce sont les parents qui orientent, parce qu'il faut carrément une étude. C'est vrai que moi, je travaille uniquement sur l'orientation pratiquement dans mes travaux de recherche, et pas pratiquement, je travaille sur l'orientation. Et c'est vrai que les parents orientent. Comment est-ce que j'apprécie? Je pense que le problème majeur qu'on a, c'est qu'on n'a pas fait de l'orientation une question importante au Bénin. Et ça, c'est un véritable... C'est dommage. Parce que un pays repose sur les hommes. Le développement du pays repose sur les hommes. On dit qu'il n'y a pas de richesse sans hommes. Et normalement, on devait faire en sorte que les individus soient orientés en fonction de leur talent. Chaque individu que vous prenez a tout un potentiel à développer. Et donc, pour le développement économique du pays, si chacun se retrouvait dans ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est appelé, on aurait moins de problèmes. Vous allez vous rendre compte, il n'y a peut-être pas beaucoup d'études là-dessus, mais que beaucoup se retrouvent dans des métiers pour lesquels ils ne sont pas faits. Donc, ils travaillent plus pour le salaire, pour les avantages financiers qu'ils vont en tirer, que réellement pour la passion. Alors que normalement, l'orientation devait être vue un peu comme un outil de développement, de sorte que dès le bas âge, comme il le dit, à partir de la maternelle, d'abord ça commence à famille, mais l'État même devait en faire un outil de développement, de sorte qu'à partir de la maternelle, on observe les enfants. Et en fonction de leur talent, on commence à les suivre.
On les suit tout au long du parcours scolaire et il y a des étapes, il y a des paliers d'orientation. Bon, généralement, on dit que le premier palier, c'est le BEPC, c'est la classe de 3e. Mais même, il y a des apprenants qu'on peut même orienter avant la classe de 3e. Lorsqu'on commence à observer un apprenant et qu'on voit qu'il y a des aptitudes plus pratiques, actuellement, avec les réformes que nous avons dans l'éducation, nous avons 2 écoles. Il y a une école qui dit, s'il a des aptitudes pratiques, il faut l'orienter même avant le BEPC vers une formation professionnelle. Il y a une autre école qui dit non, le minimum de compétences que les enfants peuvent acquérir, c'est jusqu'au BEPC. Donc, il y a un socle commun de compétences qu'il faut acquérir au moins en classe de 3e avant d'être orienté dans une formation professionnelle. Quelle que soit l'école, je voudrais dire, si on observe par exemple les apprenants, il y en a qu'on peut déjà orienter dans des formations pratiques. On ne peut pas leur perdre du temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du développement du pays. Il y a des écoles, des lycées de formation professionnelle qui acceptent déjà dès le premier cycle. Je veux parler par exemple des écoles de formation en agronomie, CETAD à Diawéré ou quelque part comme ça. Hôtellerie, restauration. Mais ça, il me semble que c'est après le BEP, c'est ça là, je crois. En tout cas, nous allons voir, tout à l'heure nous allons revenir parce qu'il y a certains parents qui s'impliquent très sérieusement dans l'orientation de leurs enfants et ils désirent peut-être que l'enfant réalise leur rêve manqué. nous allons le voir, mais avant cela, nous allons écouter comment les apprenants, les parents voient la question de l'orientation de leurs enfants, les enfants, la question de leur propre orientation scolaire. Les parents ne doivent pas imposer des métiers aux enfants. Pourquoi? Parce que, après tout, c'est l'enfant qui va assurer son avenir. Parce que les parents sont en fait partants et nous qui sommes les enfants, nous sommes venants. Donc, après tout, si je décide aujourd'hui que je serai quelque chose demain, c'est moi-même qui l'assurera. C'est un peu ça. Pour ma part, c'est une erreur très grave parce que chaque enfant a ses potentialités. Chaque enfant a ses aptitudes, donc il vaut mieux laisser découvrir. Et puis ensuite, il faut voir aussi les métiers qui sont en vogue. De notre temps, c'était la médecine. Aujourd'hui, c'est plutôt la technologie, donc il vaut mieux ne pas imposer et puis orienter les enfants suivant leurs aptitudes. Un enfant est libre de faire son choix. Parce que demain, peu importe le choix qu'il fait demain, s'il a un problème, il ne faudrait pas qu'il touche à ses parents en disant que c'est à cause d'eux qu'ils sont comme ça aujourd'hui. Donc moi je vois que la seule solution c'est de laisser les enfants faire choisir. C'est une question, même jusqu'à présent ça m'étonne. Je ne sais pas pourquoi imposer même les filières. À la base c'est mieux de laisser l'enfant même faire son choix. Mais imposer une carrière à un enfant, je crois que vraiment c'est désorienter à l'avance l'enfant. C'est pas une bonne chose. C'est pas bon. Et finalement, là, ça va finir mal parce que l'enfant n'a pas voulu. Laisse l'enfant même choisir ce qu'elle veut et tu l'accompagnes. Mais si tu vois que l'enfant, ce qu'elle est en train de dire, elle copie ses amis et ce n'est pas logique dans le sang de l'enfant pour qu'elle puisse faire ça, tu la fais en soi et tu lui parles. Ah, ma fille ou mon garçon, il faut faire telle chose. Ça va aller. Mais si tu vois que l'enfant est habillé, ça dépend de l'enfant. Tu vois que ce que l'enfant a choisi, l'enfant est dedans, tu l'accompagnes. J'ai choisi la médecine comme métier de demain pour aider ceux qui souffrent et aider les malades. Je pense que c'est injuste parce qu'on ne peut pas imposer un métier à un enfant parce que l'enfant connaît ses capacités dans les matières de travail. Je pense que non, c'est pas bien d'imposer un métier à un enfant. On laisse l'enfant lui-même choisir son métier et compte tenu des compétences qu'on connaît sur l'enfant, on se charge de le guider. On essaie de voir si son choix l'arrangerait dans le futur ou non. Si mes parents me proposent un métier pour mon avenir, peut-être que je vais accepter parce que d'une part, si un jour il arrivait que j'aurais envie de faire un autre métier, je ne vais pas accepter ce que mes parents vont me demander. Mais si un jour il arrivait que je ne trouve pas le métier que je vais faire, je vais accepter le métier qu'ils vont me demander de faire. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je vais accepter. Je vais accepter que mes parents m'imposent.
Parce que si je n'ai pas encore de projet, je peux accepter ce qu'ils vont me proposer. Et peut-être si après j'ai quelque chose à faire, je vais faire. Ah oui, elle a dit, actuellement elle n'a pas encore de projet. Elle va juste accepter ce que les parents vont lui proposer. Êtes-vous d'avis, madame? Je ne suis pas totalement d'avis, mais je ne l'incrimine pas parce que comme elle le dit, elle n'a pas de projet. Et lorsqu'on prend la majorité des apprenants, ils n'ont pas de projet. Jusqu'à l'université. Parce que comme je le dis, oui, mais absolument. Ouais. Vous allez constater que c'est après les résultats du bac qu'ils y pensent. Même en terminale, dans ma pratique professionnelle, quand on allait dans les écoles, ils ne s'y intéressent pas. Ils vous disent carrément, nous, c'est la réussite qui nous intéresse. Mais après le bac, Dieu sait qu'ils courent dans tous les sens. Mais là, souvent, ils s'orientent mal. Parce qu'il ne faut pas, absolument, il faut même pas, on ne peut pas attendre le bac avant de s'orienter. Il y a tellement d'informations dont ils doivent prendre connaissance. Et après, c'est tout un processus de réflexion, d'écoute de soi-même pour se demander, mais je suis faire pourquoi? Pour interroger ses parents et demander, mais comme il le disait depuis l'enfance, qu'est-ce qui m'intéressait? C'est tout un processus. Donc, après le bac, c'est tard. C'est vraiment tard. Après le bac, c'est tard. Mais vous savez, on disait tout à l'heure, il y a des parents qui choisissent pour leurs enfants. Parce que tout parent veut du bien à son enfant. Et puis on dit, c'est moi qui paye. Et puis je te mets dans cette formation parce que j'ai déjà vu des choses dans la vie. Je sais que ce métier est porteur. C'est pourquoi je décide de payer. Est-ce qu'on ne peut pas permettre que des parents choisissent ainsi à la place des enfants, étant donné que les enfants n'ont généralement pas toutes les informations autour des métiers qui existent, etc. Oui, nous pensons que les parents ont plus d'ouverture d'esprit, ils voient mieux ce qui est dans la vie actuelle, mais ils ne savent pas forcément ce qui vient dans le futur. Donc, ceci pour dire quoi? Quand moi je venais commencer l'hydrologie, si je prends mon exemple rapidement, on m'a dit, cette formation, c'est une nouvelle formation. Dès que tu vas finir, tu trouveras à faire. Mais je suis désolé de vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. La réalité n'est pas comme ça. Ceci pour dire quoi? Est-ce que je peux faire un retour en arrière? Je ne peux plus faire un retour en arrière. Je suis obligé de me reconvertir. Peut-être aujourd'hui, moi, plus que d'autres personnes, j'ai la chance. Je suis dans la recherche aujourd'hui. Peut-être que je finirai par enseigner à l'université après ma thèse. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, on ne peut pas forcément dire, OK, demain sera aussi meilleur en se calquant sur ce qui est aujourd'hui. Donc, lorsque vous prenez les parents qui se lancent dans cette habitude de dire, bon, c'est moi qui paie, tu dois pouvoir le faire, je dirais que simplement que ces parents-là ne font pas leur rôle d'accompagnateur. Orienter un enfant, ce n'est pas lui imposer ou de ne pas lui dire, OK, tu dois faire ceci parce que c'est moi qui paie, tu dois faire ceci parce que cela sera mieux pour toi demain. D'accord. On peut proposer des palettes de formation à l'enfant et on doit lui laisser l'opportunité à lui-même de dire, OK, je me sens bien dans cette formation parce que peut-être j'ai cette aptitude-là que je veux développer. D'accord. Mais le plus souvent, les parents ne font pas ça. La note reçue en cours du cursus scolaire ne renseigne-t-elle pas suffisamment sur l'aptitude de l'enfant? Oui, les notes renseignent, mais pas tout le temps. D'accord. Pas tout le temps. Parce que vous allez voir des enfants qui sont meilleurs au cours primaire, mais déjà, au cours secondaire, la tendance commence par changer. Les mêmes enfants, lorsqu'ils viennent à l'université, c'est tout autre chose aussi. Donc, au fur et à mesure, l'enfant avance, évolue, grandit, il se découvre. Et plus tu te découvres, tu trouves en toi une passion que tu as forcément envie de satisfaire. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre conseiller en orientation scolaire, Dr Modeste Wessou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Et bonjour, plateau. Oui, le plateau vous répond également. Ce matin, nous parlons de la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Dites-nous déjà quels sont les déterminants du choix d'un métier pour un enfant. Alors, que pourrait-on citer comme déterminant?
De manière factuelle, il faut déjà commencer par expliquer l'intérêt du travail, parce que c'est déjà le plus important. Aimer travailler, oui. C'est un bon point. Au-delà de cela, il y a la formation initiale qui est également très importante et qui doit correspondre au métier convoité dans la plupart des cas. C'est ça. On a également aussi la sécurité de l'emploi et bien évidemment le salaire qui suit. Ouais. Et de manière traditionnelle, il faut dire que l'implication de la famille traditionnelle est aussi très importante. D'accord. Mais de manière plus concrète, oui. Je pense qu'on peut parler des déterminants liés à l'ambition de l'individu, de l'élève ou tout simplement de l'apprenant, ou encore à des ambitions qui sont liées à sa capacité physique et intellectuelle ou à sa compétence. D'accord. Bon, bien entendu, ces ambitions peuvent être à la hauteur de ses capacités, de ses compétences ou non. D'accord. Alors, donc, pour cette première question, je pense que c'est un peu de cette manière que je peux me prononcer. D'accord. Mais on constate, docteur, que certains parents décident de la filière à faire, même du métier à faire. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de parents veulent que leurs enfants deviennent des médecins. Est-ce qu'un parent peut s'impliquer dans l'avenir de son enfant jusqu'à lui imposer le métier qu'il doit exercer plus tard? Évidemment, oui, monsieur le journaliste. C'est même ce qui arrive généralement. Les parents investissent dans l'éducation de leurs enfants pour les voir réussir brillamment lorsqu'ils deviennent adultes. Donc, certains se voient même parfois dans l'obligation d'imposer leur choix personnel à leurs enfants. Et dans ces conditions, lorsque ce choix s'inscrit dans les ambitions de l'enfant, c'est tant mieux pour lui. Et donc, il honore préalablement ses parents à travers de bonnes performances dans sa formation. Tout à fait. Le problème se pose généralement lorsque les choix de l'enfant ne posent pas les ambitions des parents. Et à ce niveau, s'installe donc un conflit d'intérêts qui peut trouver des solutions si les arguments évoqués de part et d'autre sont convaincants. D'accord. Et lorsque les parents ne sont pas en accord avec les arguments de leurs enfants, ils contraignent ces derniers et tout naturellement ces derniers également subissent. D'accord. Mais ce faisant, est-ce qu'il faut laisser le choix à l'enfant de décider de son métier lorsqu'il n'épouse pas, comme vous l'avez dit, ce que ses parents veulent qu'il fasse? À ce niveau, je pense que je peux répondre négativement à cette question. En insistant sur le fait que l'enfant ne possède pas encore la maturité de l'adulte averti pour opérer délibérément ses choix d'orientation. C'est ça. Cela dit, la loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin lui donne le droit de se faire accompagner par un spécialiste en la matière, un professionnel de l'orientation. Au-delà de ce dispositif légal, je signale qu'il a le devoir également d'informer les siens, c'est-à-dire ses parents, de sa démarche, qui sont censés le suivre également. D'accord. Mais faire appel à un spécialiste en orientation scolaire, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que c'est le gage d'une très bonne orientation suivie d'un épanouissement de l'apprenant que l'on a orienté plus tard? Écoutez, en partant du principe que le conseiller d'orientation en question est un professionnel en la matière, et qu'il maîtrise un tant soit peu les enjeux liés à l'emploi, on pourrait dire qu'il ne devrait pas se tromper, étant donné que les conséquences seraient très fâcheuses, bien entendu. Tout à fait. Mais il serait présomptueux d'affirmer ici que le conseiller d'orientation, aussi professionnel soit-il, ne saurait se tromper, étant donné qu'il axe son travail particulièrement ou principalement sur une variable qui est
très, très difficile à cerner complètement et à manipuler avec, ou bien étant donné sa complexité. Ouais. Il s'agit de la variable humaine, c'est-à-dire de l'être humain. C'est ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette variable, elle est difficilement manipulable. Oui. Parce que l'être humain est ondoyant, il est changeant, il est versatile. Et à tout moment, ses ambitions peuvent changer. Donc, à ce niveau, seront énormes et difficilement rattrapables. C'est ça. C'est pour cela que dans certains pays, par exemple, il existe plusieurs autres structures qui permettent d'asseoir un meilleur dispositif pour rattraper les incorrections qui peuvent jalonner le parcours de l'enfant. D'accord. Là, Alors, par exemple, l'existence de l'AMP dans notre contexte, oui. qui se charge de l'insertion professionnelle, par exemple. D'accord. En principe, on devrait avoir l'équivalent de ce même dispositif au niveau du système éducatif. Tout à fait. Il y a également que, bon, beaucoup de personnes aujourd'hui non qualifiées en la matière, c'est-à-dire en conseil, en orientation, se permettent d'orienter les enfants avec des informations bien souvent erronées. Oui. Il s'agit en l'occurrence des parents Oui. qui veulent que leurs vœux soient coûte que coûte exaucés, Oui. ou encore des personnes de l'entourage de l'apprenant. Oui. Il faut savoir, et vous comprenez avec moi que lorsque le médecin fait un diagnostic qui est bien établi, le malade a plus de 90% de chances d'être guéri. efficacement. Absolument. Il entame, donc naturellement après son processus de guérison tout seul. Très bien. Merci beaucoup, docteur Modeste Ouessou. J'ai une dernière question à laquelle vous avez déjà répondu dans vos explications. Il faut recourir au service des conseillers en orientation scolaire pour qu'ils essaient de guider les enfants. Malheureusement, nous n'en avons pas assez au Bénin. Les quelques-uns qu'il y en a qui sont formés par le département de psychologie et des sciences de l'éducation ne sont pas occupés comme cela se doit. J'espère que vous allez faire le lobbying pour être intégré dans les établissements scolaires afin d'apporter votre savoir à cette question. Merci beaucoup, docteur Modeste Ouessou. C'est moi, monsieur le journaliste. Oui. Voilà. Alors, monsieur Benito Coupa aussi, notre docteur, monsieur Modeste Ouessou, il a dit certains parents imposent leur choix personnel à leurs enfants. Avez-vous fait le même constat? Bien évidemment, c'est ce dont on parle depuis. D'abord, c'est ce qui a toujours été. Parce que lorsque vous prenez un parent qui est médecin, et il a forcément envie de voir la relève, en fait. Donc, on oriente, ou du moins, on impose de façon explicite ou parfois de façon ouverte à l'enfant. Tu dois devenir médecin, tu dois être la relève de la famille. Assurer ses arrières. Exactement, exactement. Mais dans ce contexte-là, il y a une petite différence que moi, j'aimerais faire. Le vouloir que l'enfant prenne la relève de la famille, c'est une autre chose. Mais vous laissez l'enfant aussi exprimer ce qu'il a envie, c'est tout autre chose. Je prends par exemple un enfant dont les parents, ou du moins dont le papa est médecin, ou qui a une clinique à la maison. Vous allez constater que le plus souvent, le papa en question ou le parent en question se fait accompagner par son enfant, qui voit, qui observe le parent pour voir comment ça se fait, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire sortir en prenant cet exemple-là? C'est que l'enfant a commencé même son stage depuis le bas âge. Ouais. Cela m'amène sur un autre plan pour dire quoi? Lorsque vous avez un conseiller en orientation qui vous suit, par exemple, il peut, à partir des notes, telles qu'on l'a dit tout à l'heure, voir quelles sont les capacités de l'enfant de façon technique. Aussi, voir quelles sont les autres capacités de l'enfant à travers les activités extrascolaires, le football, la cuisine, tout et tout. Le conseiller en orientation peut balayer tout cela, voir qu'est-ce que l'enfant a de plus valeureux en lui. Donc, cela va, à un moment donné, lors des séances d'orientation, demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut choisir, quelles sont les palettes de carrière qu'il a envie de brasser. Et petit à petit, depuis que l'orientation a commencé, le travail va commencer par là. Le conseiller en orientation va commencer par suivre l'enfant petit à petit à travers tous ses choix de carrière. Et il peut arriver,
Ce qui ne se fait pas, et là où j'en viens, c'est qu'il peut arriver que le conseiller en orientation, même lorsque vous avez votre enfant qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans, le conseiller en orientation peut vous aider à trouver peut-être une structure qui fait presque la même chose que l'enfant a envie de faire. Et pendant les congés, l'enfant ira peut-être faire une séance d'immersion. Et les séances d'immersion auront quel effet? Désillusionner, j'y arrive, l'enfant, ou le confirmer ou le conforter dans son choix. L'enfant peut arriver sur le terrain, il va voir que bon, oui, j'ai envie de faire, c'est comme ça se fait, ce truc-là ne me plaît pas. Et c'est comme ça l'orientation doit se faire, et non faire que de la théorie. Accompagner cela des réalités. L'enfant doit aller faire l'immersion, et c'est l'immersion qui va forcément dire: OK, je suis prêt à embrasser cette carrière-là. Oui, malheureusement, tous les enfants n'ont pas cette chance d'effectuer ces stages d'immersion, mais vous avez dit l'enfant qui a un parent médecin, par exemple, peut déjà commencer à apprendre dès le bas âge. À observer. Voilà. Il observe. De la même manière, vous savez, un forgeron qui a son enfant, l'enfant l'observe également, il peut vouloir faire comme lui, mais le parent, compte tenu de ce qu'il gagne, qu'il n'arrive pas, les difficultés qu'il a, il aura tendance à chasser l'enfant. Alors que l'enfant, l'observant, veut faire comme lui, il veut fabriquer des choses comme... Dans ces conditions, comment ça peut se passer, cette orientation, si vous avez un enfant comme ça qui commence à s'intéresser à ce que vous faites, alors que vous-même, vous savez que ce dans quoi vous êtes ne vous permet pas de vous épanouir, de subvenir réellement aux besoins de votre famille? Attention, avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'il est important qu'on fasse très attention. Le docteur Ouessou l'a dit tout à l'heure, l'orientation, on la pratique sur une variable qui est très complexe, c'est l'être humain. Tout à fait. Ce n'est pas fini. On la pratique par rapport à un environnement, parce que l'individu est appelé à travailler dans un environnement. C'est un environnement qui évolue. Et on n'a pas, déjà lorsqu'on prend le cas du Bénin, mais même dans les pays développés, avec tous les outils qu'ils ont, sur le plan statistique, sur le plan de la prospection, il arrive qu'ils se trompent encore. Donc on n'a pas tous les outils pour prédire l'avenir, pour dire les métiers qui seront forcément porteurs. Après tout, cela reste des prévisions qui peuvent changer à tout moment. Il est important de préciser cela. Raison pour laquelle il est important d'impliquer les spécialistes. Parce que nous sommes face à des déterminants qui sont variables et très importants. Lorsqu'on prend le cas du forgeron, l'enfant veut, mais lui voit qu'il n'arrive pas à survenir à ses besoins. On va dire, il voit que son métier ne nourrit pas son homme. Dans un langage terre à terre, c'est ce qu'on va dire. Mais le monde évolue. En son temps où il a appris la forge, il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas un certain nombre de choses qui pourraient peut-être permettre à son enfant, à lui aujourd'hui, de faire autrement ce métier. C'est un élément qu'il doit prendre en compte, par exemple, mais qu'il ne voit pas lui, mais que conseiller en orientation pourrait attirer son attention là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les métiers ont beaucoup évolué. Les métiers se modernisent et donc il faut accompagner les apprenants, les enfants. L'enfant peut même moderniser son travail. Il va moderniser son travail parce qu'il aura plus d'outils. Parce qu'il peut aussi se donner plus de visibilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme en son temps où son père avait appris la forge. Cela m'amène à rebondir également sur notre partie de l'intervention du docteur Ouessou. L'État a créé l'Agence nationale pour l'emploi. Mais l'Agence nationale pour l'emploi ne saurait être efficace sans une structure d'orientation. Parce que c'est comme si vous attendez que l'ABCEP pourrisse avant d'intervenir. C'est ce que je vais dire, c'est vraiment le tableau que je peux donner. C'est comme si vous attendez que l'ABCEP pourrisse et maintenant vous voulez faire de la chirurgie. Le rôle que l'Agence nationale pour l'emploi joue aujourd'hui, c'est de la chirurgie. Bien que il arrive que l'Agence nationale pour l'emploi me fasse appel. Leur travail est bien, mais en termes de dispositif, c'est comme si on met un dispositif pour pratiquer de la chirurgie, alors qu'il faut diagnostiquer à la base le mal et pouvoir le prévenir. Et c'est le rôle de l'orientation, ça. Et donc, l'État doit absolument penser à mettre en place un dispositif d'orientation. Il ne faut plus voir... En fait, on répète ça depuis des années et les autorités éducatives donnent l'impression qu'ils nous entendent, mais après, il n'y a aucune action qui accompagne cela. Et ce n'est pas fini. Les spécialistes de l'orientation, il faut leur donner un statut.
Parce que c'est un travail très important. Le spécialiste de l'orientation, il est un peu comme le médecin de l'avenir. J'exagère à peine en disant ça. Le médecin de l'avenir de l'individu qui l'accompagne sur une longue période. C'est tout un processus. Celui-là, il doit avoir un statut bien connu dans une société qui veut se développer. Ce n'est pas comme ça se passe maintenant où il y a quand même, on connaît, c'est une université publique qui forme, c'est une université nationale. Et le département de psychologie forme. Comment se fait-il que ce métier n'est pas reconnu par le ministère? Si je peux m'exprimer ici, puisque ce ne sont pas encore constitués, nous n'avons pas de statut. Alors que voilà un métier qui est très important dans le développement d'un pays, aussi important par exemple que la médecine à mon avis. Mais madame, si vous êtes de moins en moins sollicitée, est-ce pas le fait que les Béninois aujourd'hui ne comprennent pas l'importance du rôle que vous jouez dans le processus de l'orientation? Le jour où l'État a décidé, même si c'était pour la rentrée prochaine, de penser à commencer une action dans ce sens, en pensant, mais c'est l'État qui a mis en place l'ANPE, non? Vous voyez, quand l'État a mis en place l'ANPE, avec toute la visibilité que l'État a donnée à l'ANPE, vous voyez aujourd'hui, peu de jeunes aujourd'hui peuvent ne pas connaître l'ANPE à mon avis, parce que je dis, ils me sollicitent, donc je les connais bien. Donc, l'État, le jour où l'État va mettre en place un dispositif d'orientation et donner les moyens pour donner de la visibilité à ce que c'est que l'orientation. Vous allez voir que les parents vont commencer à connaître le rôle des conseillers, les apprenants vont connaître le rôle des conseillers et commencer à les solliciter. C'est à l'État de tracer le cadre et de mettre en place des dossiers et de donner un statut à ceux qui sont formés, qui sont des professionnels. Le docteur Wessou disait les parents orientent, l'entourage oriente. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent conseillers d'orientation aujourd'hui. Certains ont fait la communication, ils ont compris que c'est un domaine porté après le bac et tout le monde organise des séances d'orientation. Alors que c'est un domaine très complexe. Moi, personnellement, je ne fais que de la recherche sur ça parce que c'est tellement complexe et je découvre tout le temps, je fais de la recherche et tout, j'écris. Donc, on ne peut pas s'improviser dans un domaine comme ça. Et c'est à l'État de mettre de l'ordre également. C'est comme quelqu'un avec qui j'échangeais hier, il dit c'est un sujet très intéressant. C'est la personne même qui avoue, il dit quand mon neveu avait voulu s'orienter en classe de seconde, on l'avait orienté pour faire la série A, il voulait faire la série A, que lui ayant fait la série C, les mathématiques, etc., qui lui a dit non, ce sont les paresseux qui vont là-bas. Voilà. Mais qu'aujourd'hui, et il a fini, il dit aujourd'hui, moi, je suis là, c'est le neveu là qui me nourrit. Voilà. C'est là le paradoxe. Donc, il faut apprendre à écouter les enfants, ce qu'ils veulent faire dans leur avenir. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table pour voir comment cerner la question de l'orientation. Aujourd'hui, pour que les jeunes n'arrivent plus à l'université, s'ils ont la chance d'atterrir à l'université, ou bien s'ils ont la possibilité très tôt de s'orienter, de commencer à s'orienter, comment faut-il s'y prendre pour éviter cette errance? Je dirais tout simplement qu'il est important, comme l'a dit Madame tout à l'heure, d'avoir un dispositif bien élaboré. Pourquoi pas avoir une agence d'orientation, comme l'Agence nationale pour l'emploi? Tout à fait. Donc, avoir cette agence-là permettra à un moment la donné création d'une agence nationale d'orientation. Avoir cet instrument ou cet outil-là au service de l'éducation béninoise va impulser une nouvelle dynamique. Je crois que j'en ai tellement parlé ici, comme Madame l'a dit, qu'il faudrait à un moment donné avoir des psychologues d'orientation dans les écoles. Pourquoi pas? Ça va nous coûter combien d'avoir dans une école un psychologue qui vient dans vos entreprises? Nous avons des médecins de travail. Un enfant, vous dépensez de l'argent. C'est l'avenir. D'accord? Vous dépensez de l'argent. Vous formez les enseignants. Vous identifiez les bonnes graines de ces enseignants-là que vous mettez à la disposition de l'enfant. L'enseignant, il vient. Il donne son savoir, n'est-ce pas? Mais il ne sait pas quels sont les paramètres de l'enfant ou du moins quels sont les dispositifs ou les dispositions mentales, sociales, familiales de l'enfant qui est devant lui. Le psychologue peut le savoir. C'est ça. J'ai une fois dit ici sur ce plateau. Là, très rapidement. D'accord, oui, très rapidement sur ce plateau. J'ai dit, le psychologue, c'est comme le bon berger, en fait. L'enseignant qui est là, qui donne son savoir, si dans une classe,
je prends par exemple terre à terre une classe de 5 personnes, d'accord? Si un seul enfant s'absente, l'enseignant ne peut pas laisser les 4 restants pour aller chercher cet enfant. Il doit aller à la... Le psychologue de l'établissement, lorsqu'on le notifie qu'il y a tel enfant qui n'est pas là, il peut aller chercher cet enfant-là. Il peut aller identifier quel est le problème de cet enfant-là. Ceci voudra dire quoi? Problème de déperdition scolaire, problème de grossesse en milieu scolaire, problème d'enfants de rue, ça va diminuer. Donc le psychologue, au-delà de l'orientation, les agents, ou du moins les spécialistes en orientation et le psychologue, je dirais que c'est indispensable dans le système éducatif béninois. Merci beaucoup. Et je finirai, je finirai pour dire quoi? L'importance de psychologue va au-delà même. Vous savez que tout simplement les pays qui nous dominent le plus, quand ils viennent ici aujourd'hui, ils créent une situation sur ce plateau-là, ils savent à l'avance comment on va réagir. Pourquoi pas nous, on va aussi faire la même chose pour voir qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire de nous, comment on doit pouvoir réagir et s'apprêter pour pouvoir d'une manière ou d'une autre sauver l'honneur. Il ne faut pas forcément qu'on les attende et puis quand ils viennent créer des choses chez nous, on se surprend de réagir comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Benito. Oui, vous avez... il a pris tout votre temps. Hein. Mais je vous donne... tout votre temps de discussion, d'intervention pour la conclusion, mais je vous donne 30 secondes très rapidement. C'est très peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire à nouveau qu'il faut qu'on cesse de banaliser la question de l'orientation. Il faut créer une agence, comme il le dit. Absolument, c'est important. Et il faut faire en sorte que le processus démarre depuis la maternelle et suivre les enfants. Et souvent, quand on dit ça, on évoque la question de coût. L'État n'a qu'à calculer désormais combien il perd dans les redoublements scolaires. Et on va lui faire alors une étude pour montrer qu'on pourrait, tout ce qu'on perd dans les redoublements scolaires, là, si en amont, on investissait dans l'orientation scolaire professionnelle, si en amont, on investissait dans le recrutement des psychologues aussi, on n'aurait plus de redoublement pratiquement. Merci beaucoup, madame. Et voilà, c'est la fin de cette discussion. C'était assez intéressant, assez instructif également. J'espère que vous, téléspectateurs qui nous suivez depuis votre maison, vous avez appris et que vous devez désormais mieux échanger avec vos enfants. Commencez à les surveiller déjà dès le bas âge pour voir quelles sont les aptitudes qu'ils développent afin de faciliter leur orientation. Mais n'oubliez pas de recourir également au service des spécialistes que sont les conseillers en orientation scolaire. Merci, bonne journée à vous. Fulgence Siam, nous allons enchaîner avec UC Coutume. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en milieu bâtonnon. Nous allons parler du rôle de la femme. La place que la femme occupe en milieu bâtonnon. Le rôle que la femme occupe. Le rôle que la femme joue en milieu bâtonnon. Ouais, on connaît le rôle de la femme. Bon, on va voir la spécificité des femmes bâtonnons. C'est dans Us et Coutume. Le premier rôle essentiel de la femme dans le milieu bâtonnon, c'est le rôle de procréation, de perpétuation de la lignée. C'est elle qui donne vie. Si la lignée doit survivre, donc ça dépend de la femme. Donc elle doit donner vie aux héritiers. Ce rôle incombe à la femme. Si la femme n'arrive pas à faire des enfants pour perpétuer le nom, de cette famille, ça veut dire donc que cette famille-là s'éteint. Et en plus de ça, il y a d'abord ce rôle de soutien de l'homme dans la famille. Si la famille se porte bien, si la maison se porte bien, si le chef de ménage est bien dans sa peau, dans sa tête, cela dépend donc du soutien que sa femme lui apporte. Ça peut être en secret, dans l'intimité ou en public. C'est à elle d'abord de transmettre les différentes fonctions essentielles de la vie à l'enfant. À savoir, c'est la mère qui apprend
à l'enfant de se tenir dans la société, c'est la mère qui apprend d'abord les premiers mots de la parole à l'enfant. Le second rôle essentiel, donc, c'est le rôle de pouvoir transmettre les valeurs culturelles et cultuelles de la société, de la lignée dans laquelle elle vit. Ce rôle premier lui incombe. Il y a certains rites, dans certains rites funéraires, par exemple l'enterrement, lorsqu'on doit déposer le corps dans la tombe, généralement la femme n'y assiste pas. Mais les autres cérémonies, à savoir le bain mortuaire, la femme peut assister. La femme peut assister à ça. La femme, par exemple, ne peut pas monter à cheval, par exemple, dans la société traditionnelle bâtonneau. La princesse ne peut pas monter sur le cheval. Ce rôle est dévolu aux hommes, aux princes. Oui, c'était us et coutume. Nous étions au milieu bâtonneau. Ouais, on a pu noter quel est le rôle de la femme au milieu bâtonneau. Et vous avez noté quoi, Roch? À cette chose, quand même. Oui, beaucoup. Bon, moi, je retiens juste que la femme ne doit pas monter sur le cheval. C'est interdit en milieu bâtonneau. Alors que chez nous, pas plus tard qu'hier, vous me proposiez de monter sur un cheval. C'est quand même paradoxal, comment la femme ne peut pas monter. C'est interdit, c'est des interdits, il faut les respecter. Bon, ça, on comprend. Ouais. Vous avez compris? J'essaie de comprendre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Bon, aujourd'hui, on parle de la parité, etc. Mais vous savez, c'est la tradition aussi. La tradition. Dans certains milieux, c'est vraiment strict. Et quand on vous dit de ne pas faire, exécutez, tout simplement. Mais effectivement, avant de monter à cheval, il faut prendre certaines dispositions. Il faut se mettre en pantalon, souvent jean. Il faut bien c'est peut-être la raison pour laquelle c'est interdit en milieu bâtonneau. Ici, dans ces villages-là, la femme qui ne porte pas pantalon, qui ne sait pas bien la poitrine, vous voyez, au galop, tout bouge avec elle. Vous pensez déjà à autre chose. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir quels sont ces rôles de la femme au milieu bâtonneau. Et c'est le moment d'installer notre invité du prénom africain. Nous étions avec lui hier. Prénom africain. Prénom africain aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, Roch, nous sommes en milieu éveillé. Et Monsieur Timothée Gossevi, il est aujourd'hui aussi avec nous. Consultant en communication, ressortissant de l'ère culturelle EV. Nous saluons EV et Mina. C'est pareil. Comment on dit bonjour en EV? Bon, ça varie, ça dépend. D'accord. On dit mon ami. Mon ami. C'est comme en anglais? Sinon, Ndinami. Ndinami. D'accord. Puisque le matin s'appelle Ndekrin. Ok, d'accord. Donc, Ndinami. D'accord. Mais généralement, tout le monde dit money. Money. D'accord. Puisque nous sommes aussi suivis à Lomé au Togo, je dis money. Moninami. Ndinami lo. Mais apparemment, vous comprenez déjà la langue. Je veux bien comprendre. Il faut juste quelques cours et puis c'est tout, quoi. Vous apprenez vite. J'assimile très vite. Et c'est ce qui est très bien pour ce métier. Voilà. Alors, Monsieur Timothée Gossevi, aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de Yaovi. Yaovi. Ça, c'est les enfants qui naissent jeudi. 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 Moi, je pensais que c'est le petit de Yao qu'on appelle Yaovi. Non, c'est Yaovi. Quand c'est un garçon, c'est Yaovi. Quand c'est une fille, c'est Ayaba. Ok, donc c'est un garçon, Yaovi. Mais il y en a aussi qui s'appelle Yao.
Yao, oui, Ou puisque bien c'est le diminutif. C'est un diminutif. Oui. Sinon, en temps normal, c'est Yaovi. Ah, Yao. d'accord. On peut dire Yao. Yao. Oui. Et également, on peut dire Corvi. Corvi. Oui. Ok. On peut aussi. C'est la même dire chose. C'est la même chose. Alors, et quels sont... Les caractéristiques c'est seulement les enfants qui sont nés le jeudi qui peuvent, qu'on peut nommer, par exemple, Yaovi. D'accord. Ayabavi. Ok. Bon, quand on veut, on dit Ayabavi. Quand on veut, on dit juste Yao. Enfin, Ayaba. D'accord. Ça s'apparente un peu à l'autre bout du fond. Enfin, chez les Fonous, il y a aussi Ayaba. Bien sûr. Seulement que le jeudi, c'est Yaodagbe. Yaodagbe. Chez les fonds, vous avez dit? Non, Mina. Chez les Minans, toujours. Puisque le Mina, le Evé, le Wachi, le Aoulan, c'est pareil. Donc, on retrouve Yao en Côte d'Ivoire, on retrouve Yao au Ghana, jusqu'ici. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui caractérise les Yao? Bon, c'est la douceur, l'intelligence. La douceur, oui, l'intelligence, vindicatif. Il n'aime pas l'injustice. Lorsque vous avez un corvi à votre trousse, il ira jusqu'à la fin. À moins, oui, ils sont comme ça. Mais ils sont tellement... un Yaovi est tellement sentimental. Une Ayabavi est tellement sentimentale. Mais le jour, ils sont déçus, ils prennent des chemins irréversibles. Vous n'êtes pas Yaovi par hasard? Moi, oui, la prochaine fois, je vais parler. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais garder ça, je me garde de le dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, à le voir, Timothée Gossevi, on le sait, il décrit c'est l'un de nos collègues ici, on le connaît, c'est le monsieur séducteur, sentimentaliste, quand il prend une décision. Il y a un autre jour qui ressemble au jeudi. Oui. Et là, je suis né ce jour-là. Je ne vais pas le dire tout de suite. La prochaine fois, on va parler de ce jour. D'accord, très bien. Donc c'est des battants, c'est des gens qui aiment beaucoup chercher, qui se battent beaucoup. Ils sont conçus pour le développement. D'accord. Oui. On vient de parler des métiers et tout. Est-ce qu'il y a un métier prédestiné à Yaovi? Puisque certains parents, en fonction des noms, oui, vous avez parlé, d'abord, quand vous avez parlé de métier, c'est une orientation qui se fait déjà d'une famille donnée. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans leur sphère, sinon, je pourrais dire beaucoup de choses par rapport à cette orientation. Moi, j'ai choisi ce que doivent faire mes enfants. Vous avez choisi pour vos enfants? Oui, j'ai choisi. Vous le leur avez imposé. Et le résultat? Que demain, ils ne vont pas chercher du boulot. Le boulot doit aller les chercher. C'est en tant que, vous savez, manager en communication, en marketing, vous savez, vous n'avez pas tenu compte de leurs aspirations. On dit l'homme est changeant. Ils peuvent faire ce que vous voulez nous et avons après nous avons des bandes qui vont à reculons. Mais l'avenir, ça ne va pas à reculons. Oui, mais l'avenir, il y a de nouveautés. Il y a de nouveautés, mais ce que j'ai choisi est un bon choix en tout cas. Oui. Bon, en tout cas, donc on comprend qu'il n'y a pas de métier pour Yaovi? Si, les Yaovi, ils sont dans tout. C'est des talentueux, les Yaovi. C'est des gens... Ils sont des artistes. Des artistes, ils sont ministres, ils sont conseillers à la présidence. Mais là, c'est des nominations, c'est des postes politiques, ce que eux-mêmes désirent faire avec passion. Oui, j'en connais beaucoup. Menuisier ébéniste, sculpteur, Yao, très bien. Tout ça, c'est là. Donc, ils sont des artistes. Ils sont des artistes. Ils sont des artistes, Yao. Même les femmes, j'en connais beaucoup, par exemple, dans le mono. Non, pas. Mais Yaovi. Ayaba. Ayaba. Ok. Ablavi, ça, c'est un autre jour. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, merci Timothée Gossevi. Oui, donc vous devez avoir la chance d'avoir un enfant jeudi.
D'accord. Je vais voir. Et c'est un beau jour de la semaine également. Oui. Je vais voir. Je vais revoir les dates de naissance des enfants pour. Vous allez revoir je pour me leur rappelle. attribuer de prénoms africains. Non, pour voir à quel jour Ok. ils ont vu Pourquoi le jour. On n'a pas assez de temps, sinon on va en définir plus. D'accord. Merci beaucoup, Timothée Gorsevi. Vous restez là, vous ne partez pas encore. Nous allons découvrir ce que Kenneth Sossou, en complicité avec Claude Adibli. Claude Adibli, ils nous ont proposé pour la capture. Voilà. La capture du jour. Oh là là, voyez ça? c'est du couscous. Ouais, du couscous. Oh là là, bien garni. Bien garni, Oui. hein, c'est... Oui, renvoyez-nous Oh là là. l'image, s'il vous plaît. Ça donne envie de manger en tout cas. En tout cas, Kenneth, il est de l'autre côté de la régie. Oui. Kenneth, mais c'est quoi le plan quand même? Ah oui, c'est quoi le projet? Le projet, c'est quoi le projet? C'est qu'elle nous invite à 13h. Vous voyez ça? Oui, c'est ça. Couscous bien garni, il y a des saucissons. Des saucissons, Il y a de la quoi? viande. Oui. Pommes de terre. Oui. Oh là là, c'est bien garni. Ça donne envie. Ça ressemble à Ce quoi? qu'il manque là, tout de suite, c'est du piment que je ne vois pas. Ouais. Ça ressemble à un peu Ce repas, il faut le prendre bien épicé du avec tchèp, beaucoup sénégalais. de piment. Ouais, mais c'est bien. Timothée? Bah, je vais plus... Vous aimez les bonnes bouffes? Bien sûr, mais ça, il y a un excès de quelque chose là. Il y a de saucisses, il y a la viande. C'est déjà du trop. C'est du trop. C'est déjà du trop. Et vous, parce que... vous aurez aimé prendre ça avec quoi? Du poisson, de la viande? Non. Juste... Soit avec le saucisse, ou bien les saucisses sont faites. Enfin, on dit la saucisse ou le saucisse? Bon, en tout cas, les saucisses. Les saucisses. Sont fabriquées à base de quoi? Viande ou poisson? Il y en a qui sont fabriqués à base de la viande. Il y en a qui sont fabriqués... Non, j'en ai jamais vu de poisson. Il y en a même qui sont fabriqués à base de... De quelle viande? Viande de porc? Non, de champignons. Ah oui, les champignons, d'accord. Oui, c'est bien possible. Sûr. Ici au Bénin. Sinon, déjà, vous avez les saucisses, vous avez la viande, ça fait déjà de trop. C'est ça. Et les conséquences, c'est lorsque vous allez commencer par grandir, prendre du poids, on va vous dire beaucoup d'exercices, il faut beaucoup dégraisser. Dégraisser. Or, c'est ça l'excès. Il faut manger équilibré. Donc il faut éviter, c'est déjà un peu trop garni. Oui, c'est déjà un peu trop. Nous allons diminuer un peu, nous allons diminuer les saucisses et garder la viande. Parce que vous préférez la viande rock? Pas tout le temps, une fois en passant. En tout cas, pour moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime beaucoup plus le le poisson. plat à midi, ça se serait bien. D'accord. Ok. Merci. C'est le contraire chez moi. J'aime beaucoup plus la viande. Ah ouais, très bien. Merci Timothée Gorsevi, merci également à Kenneth Sossou et Claude Adibli. On va se retrouver demain. Ok, très bien. Bis Morgan. Aujourd'hui, nous sommes mardi et vous allez nous parler astuces. En astuce aujourd'hui, vous voulez nous donner quelques astuces pour remettre à l'état neuf les marmites. Oui, exactement. Vous savez ce qui se passe généralement, on vous invite, la fête, tout le monde mange. Et après, le souci, c'est il faut nettoyer la marmite. Et celui à qui on confie ça, vous savez, la personne est énervée. Vous savez, moi, je Il faut frotter. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes là avec des astuces de grand-maman. Ah oui? Oui. Astuces de grand-maman? Oui, astuces de grand-mère. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, quand on me demandait ça, je n'aimais pas du tout. Mais bon, on dit qu'il faut aller chercher de la cendre et mettre dans de l'éponge en fer, là, ce qu'on appelle les gantécans. Vous avez bien fait de planter le décor. Je vous laisse nous donner ces astuces. Et vous savez, la cendre de bois affiche les mêmes caractéristiques détergentes que le savon noir ou du bicarbonate. Il vous suffit juste de verser une quantité suffisante de cendre dans une casserole et ajouter un fond d'eau.
Portez le mélange à ébullition et une fois refroidi, frottez avec une éponge abrasive. Terminez avec un rinçage à l'eau claire. Ensuite, nous allons conseiller à nos amis téléspectateurs de nettoyer leur casserole avec du sel. Ah, du sel que nous avons à la maison. Oui, le sel c'est fin très simple. surtout, hein? Oui. C'est pas le sel en cristaux. Non. Le sel fin figure parmi les produits recommandés pour récupérer une casserole brûlée. Ouais. Il vous suffit juste de verser un peu d'eau, puis du sel fin et laisser reposer 1 à 2 heures avant de frotter avec une éponge. Rincez tout simplement avec l'eau claire et vous n'aurez plus de soucis. C'est ça. Ensuite, on nous dit aussi de nettoyer notre casserole, notre marmite. C'est tellement noir, Voilà, c'est poil. noir. Ouais. Notre marmite avec de l'eau et des zestes de citron, tout simplement. Et vous allez juste mettre le zeste de citron dans la marmite, vous allez frotter. Mais c'est pas vrai. Et vous ne verrez plus. Voilà. Ouais, la casserole là. Ah. Elle est bien noire. Ouais. Et vous allez ajouter de l'huile et de l'alcool pour désencrasser votre casserole. Et il est également possible en rock d'ajouter de l'alcool à 70 degrés. Très bien, de l'alcool à 70 degrés. Et vous allez imprégner une feuille de papier, ensuite essuie tout de la solution. Vous frottez énergiquement et la casserole sera propre. Waouh! On voit, hein? Vous voyez avant et après. Avant et après. Voilà. Avant et après. Ok, donc on peut... Il y en a, quand c'est noir comme ça, ils se disent que bon, c'est irrécupérable, ou bien vous, surtout les femmes, hein, quand vous mettez une casserole au feu, que c'est les telenovelas qui vous occupent là-bas. Non, mais vous savez, tout le monde n'aime pas regarder les novelas, mais bon. Bon, aussi, parfois vous oubliez, ou bien parfois c'est les enfants qui vous occupent et vous oubliez. Voilà, et après tout devient noir. Vous dites, oh merde, bon, monsieur, papa, il faut acheter encore une autre casserole. Il faut renouveler. En tout cas, vous avez de ces astuces pour remettre à l'état neuf vos casseroles, quel que soit leur état. On récapitule, il faut juste de la cendre, de bois, il vous faut du sel, des zestes de citron, et puis le tour est joué. Très bien. Ok, nous allons voir si Chromosome a déjà une fois eu à laver la casserole. Après la fête. Ou la marmite. Bien noirci, là. Non, moi, la chance que nous avons, c'est qu'avec mon papa, la casserole n'a même pas le temps de noircir. Oui. Ah bon? Comment ça? Parce qu'il faut laisser ça longtemps pour que ça noircisse. Donc il faut rester chez mon à père, côté. là, tu laves ça en même temps. Voilà, il n'y a pas après avec ça. Donc c'est votre père qui fait la cuisine ou bien... Lui fait la cuisine, moi je lave. Chacun dans son rôle, tu vois. En fait, tout ce qui est dans la maison de mon père, ça se lave. Et même, il avait cette habitude que aujourd'hui, avant ça m'énervait. Tous les samedis, on sortait toute la vaisselle, sale ou pas. Oui. Et je commençais, je me vois laver. Tu dirais que je suis un plongeur de restaurant. Je vous imagine Chromosome le vendredi déjà, vous dites, mais demain samedi, faudra. Alors qu'il fallait sortir, aller jouer au ballon. Non, moi, quand j'étais enfant, j'allais trop à l'église. Les gens pensaient que c'était pour Jésus-Christ. C'était pour fuir mon père. Parce que le dimanche, vous devez faire quoi à la maison? Dimanche, tu vas laver vêtements pendant 4 heures du temps. Ah non, je vais à l'église. C'est sûr qu'après la messe de 10 heures, vous attendez pour suivre la messe de 13 heures. Je suis 3 messes. Je suis 3 messes avant de rentrer. Et quand vous revenez à la maison, vous lui faites non, mais quand tu reviens, il t'attend. Il est là. Il dit, tu es venu. Il dit oui. Il dit, ça t'attend aussi. Non, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est le genre de gars, quand tu balayes, et il rentre, gentiment, il enlève sa chaussure. Il prend sa plante de pied, il passe ça par terre pour voir. Et quand il rencontre 2, 3 grains de sable, il dit... Reviens par ici. Zafiro. Non, il gifle en supersonique, mon père. Il est trop bon. Surtout sa télévision blanc-noir. Ah oui, de quelle marque? Trident ou Feuillu? Ah, toi, tu te rappelles, c'est Trident. Sa télévision blanc-noir.
C'est que tu pouvais la regarder, mais éteinte. Le jour que tu allumes cette télé-là, il faut prier pour que ton père vienne 4 heures après. Parce que tu savais, cette télévision-là, c'est des télévisions à faire ça. On peut toucher, voir si quelqu'un est allumé ou pas. Vous venez vous toucher là. Toucher derrière. Et comme ça, on vous attrape. Et tout facilement. derrière. Un jour, on était en train de regarder ça et tout. Et il a failli nous surprendre le jour-là, je t'assure tout. Et à la dernière minute, moi, j'ai réussi à l'éteindre. Seulement, j'étais avec mon petit frère. Et tu sais que le con, il continuait à regarder dans la direction de la télé. Mon père rentre, il nous regarde, il dit non, c'est pas normal. C'est suspect. Ces enfants-là ne sont pas sages. En position statue, en plein midi, dans la chambre. Statue, mes enfants. C'est pas ce que j'ai mis au monde, ça ne va pas. Il regarde mon petit frère est en train de regarder dans la direction de la télé. Il va au niveau de la télé, il touche. C'était chaud. Qui a allumé la télé? Mon petit frère direct dit c'est pas moi. J'ai dit petit, on est 2 dans la chambre. Donc si c'est pas toi, donc c'est moi. On peut quand même l'embrouiller un peu d'abord. Donc pourquoi il dit directement? Non, c'était un phénomène, ce gars. C'était un phénomène. Il fut une fois, il m'a toujours refusé. Moi j'ai grandi à René. Moi j'ai grandi à René. Et il y avait Didier à côté et tout ça. Donc, tu sais, quand vous parliez de profession, de carrière envisagée, mon père, il a la chance qu'il a décidé à ma place d'abord, avant que je ne me rattrape pour décider. Sinon, si moi, je devais voir mes compétences pour choisir un métier, attrapeur de Agassa. Ah oui, Agassa, sont mis au René. Même les crabes me connaissaient. Quand ils me voyaient, ils déménageaient. J'attrapais tout ce qui est crabe. Carrière envisagée. Attrapais des Agassa. Mais moi, j'imagine, lorsque vous avez dit à votre papa que vous voulez être humoriste. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, jusqu'à présent j'ai pris finalement ce choix il n'y a pas longtemps, en 2015. Moi, j'ai passé le bac 2006 et je voulais être médecin. Mais je faisais déjà du théâtre, pas passion et tout. Mais je voulais être médecin. D'accord. Après, bon, je suis devenu humoriste parce que j'aime rire, faire rire. Et ça vous marche bien, vous gagnez votre vie. Quand je passe à René là, je me rappelle de Agassa. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous, on va clôturer l'émission en beauté comme vous l'avez commencé. En puissance. Et nous entendons en déjà puissance. un son sonore. Puissance dans la puissance. Puissance dans la puissance. De Dibi d'abord. Oui, merci Timothée Routon de nous faire écouter Puissance de Dibi d'abord. Good feelings, you have a nice body. Girl, you're so good, I'm feeling good when I'm with you, shawty. Ma musique qui fait danser la go, fait danser la go. Chérie, t'inquiète, c'est toi qui es ma go, c'est toi qui es ma go. On roulera ensemble en Merco, ensemble en Merco. Moi c'est Dibi, toi t'es ma caro. C'est toi ma caro. Toi et moi c'est la puissance, la puissance. Qu'entre toi et moi c'est la puissance, passionnément. Baby, what me to do it? Why my blood is a new way? Nano live new way la, kaka so ikue. Nano do love new way every time. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission que nous avons eu le plaisir d'avoir animé. Merci à vous, Fulgence. Merci à vous aussi, Roch, Aurélien Acquino. Oui, merci. Merci à Chromosome. Le plaisir est partagé et le rendez-vous est également pris. Nous disons merci à toute l'équipe technique conduite par Timothée Routon, Robles Avozoncan, à l'infographie Armel Foueda.
Dano au son, Ouais. nos deux chefs d'édition, Claude Adigli et puis Kenneth Sossou. À la caméra, il va se fâcher. Louis Koudogbo. Louis Koudogbo, voilà, merci à vous et notre N'oublions pas maquilleuse. aussi, la diffusion. Oui, notre maquilleuse Nadia Binazon. La diffusion également. Allez, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain. Et bonne fête à tous les Français. C'est aujourd'hui leur fête nationale. Oui. Allez, au revoir. Bye bye. À demain.